Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Euh, Bienvenue pour ce sprint 16 de Readmetrics. Donc, le sprint a commencé le 24 mars et il se termine aujourd'hui le 12 mai. En termes de semaines, c'est un sprint normal, mais en termes de jours ouvrés et de présence de l'équipe, c'est encore un sprint assez court. Mais malgré tout, on a quand même fait pas mal de choses. Donc, si tu veux bien me mettre le sommaire. Voilà. Les points clés qu'on a voulu mettre en avant, donc là vous les avez à l'écran. Alors on va commencer quand même par bien sûr l'animation de la communauté avec le fil rouge autour de la construction de la documentation avec Léa et Fred, hein, on vous en parle depuis plusieurs fois. Euh, Depuis le dernier sprint, bah, le gros point clé, c'est l'échéance de l'enquête ESGBU qui nous a motivés, hein, pour compléter au maximum les moissonnages des données usage d'un maximum d'éditeurs pour la période 2025. Et comme on l'a dit lors de la dernière revue, en fait, de nombreux éditeurs sont encore en cours de migration de 5 vers 5.1. Et puis, malgré des audits qui sont censés être validés, eh ben, en moissonnant, on s'aperçoit toujours qu'ils ne sont pas totalement conformes pour tous les rapports qu'on cherche à moissonner. Comme les plus perspicaces d'entre vous l'ont remarqué, on a mis une page de documentation pour signaler les problèmes qu'on rencontre, pour vous prévenir, et aussi pour que vous puissiez suivre les progrès qu'on réalise dans les interactions avec les éditeurs lorsqu'on les a en direct et puis qui peuvent nous prévenir que les choses vont mieux ou qui nous demandent de tester pour eux si ça va mieux par rapport aux remarques qu'on a pu leur faire. Donc Thomas va faire un bilan de toutes ces opérations qui ont généré toutes ces interactions avec les acteurs. Voilà. On a aussi on a priorisé le moissonnage 2025, mais on a eu plusieurs demandes pour où on est 2026. Donc, on a fait aussi un moissonnage du début 2026 qui s'est terminé la semaine dernière. Donc, Léo qui va arriver et Yannick nous parleront des chantiers en cours, à savoir la mise à jour d'EasyParse. Il y a toujours des mises à jour de sécurité, hein. Déclaration de la suite Readmetrics dans HAL aussi, c'est un point important pour nous en termes de visibilité. Et puis l'internationalisation des mails d'EasyMesure, hein, pour qu'on puisse proposer l'interface en anglais. Et puis Tom va nous parler des progrès de son travail sur l'intégration des Global Item Report. Il l'a déjà fait à plusieurs reprises, mais c'est un gros travail. Et puis ces rapports, je le rappelle, c'est des rapports mondiaux, hein, sont d'un grand intérêt pour le moissonnage, mais c'est un challenge technique par rapport aux autres types de moissonnage. Donc il vous expliquera en fait tous les mécanismes qu'il met en place pour pouvoir mieux gérer ça. Parce que ce ne sont pas des moissonnages traditionnels comme on le fait pour les autres rapports. Et puis, on terminera par les rendez-vous à venir. Donc là, je passe la main à Léa, voilà, qui va nous parler de l'animation de la communauté. Merci Dominique et bonjour à tous. Donc, faites commencer sur la slide suivante. Je vais vous donner des nouvelles de la documentation d'EasyMesure, donc qui prend la forme d'un guide d'utilisation pour vous accompagner et faciliter l'utilisation de nos outils dans EasyMesure. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller la consulter, donc le lien s'affiche à l'écran. Donc j'ai mis à jour le guide d'utilisation d'EasyMesure avec plusieurs nouvelles pages, comme notamment une FAQ sur les matrices de moissonnage, avec pour nom les données qui s'affichent dans un tableau de bord ne sont pas le reflet de l'état de moissonnage visible dans une matrice. Donc pourquoi? C'est dans la section matrice de moissonnage de la doc.
On a également une page qui concerne les nouvelles étiquettes visibles sur les points d'accès Counter, donc dans Visualiser mes identifiants Counter. On a également une page sur comment utiliser Fireshot pour vos exports en PDF, cette fois-ci dans la partie personnalisation de la documentation. Et puis une mise à jour de la FAQ ESGBU, donc dans la partie consacrée à l'ESGBU. Ensuite, dans la slide suivante. Merci. Actuellement, donc, je traduis la documentation utilisateur en anglais, donc dans le but de la mettre à disposition des utilisateurs anglophones. Donc, l'objectif de cette documentation, c'est de permettre une diffusion de la suite Readmetrics à une communauté internationale. C'est suite au retour positif présenté lors de l'atelier Liber en 2025. Donc, l'auditoire européen s'est montré très intéressé et on a eu des contacts en particulier avec la Suisse, Chypre et les Pays-Bas. Donc, cette documentation, elle n'est pas encore disponible en ligne, mais elle le sera très prochainement. En ce qui concerne les nouvelles du blog Gridmetrics, donc j'ai eu l'occasion d'y publier un article qui concerne l'ajout des nouvelles fonctionnalités dans EasyParse et durant la période du 9 août 2025 au 29 avril 2026. Nous avons également ajouté un article dont parlait Dominique au début sur les points d'accès problématiques. Donc, c'est un récapitulatif des échanges entre les administrateurs d'EasyMesure, donc l'EasyTeam, et puis les services techniques des éditeurs. Et Fred vous en parlera un peu plus en détail ensuite. Fred et moi-même, on a également finalisé l'archivage des articles du coup, qui concernait EasyMesure dans le blog. Donc, ça représentait environ une cinquantaine d'articles, et en particulier la catégorie tutoriel. Et ces articles, ils ont été migrés dans la nouvelle documentation ou bien archivés définitivement. Et suite à ce nettoyage du blog, on a ajouté un nouvel article dans la partie tutoriel qui concerne le nouveau lien de la documentation d'EasyMesure. Et puis, on a également ajouté une toute nouvelle catégorie, donc nommée documentation, et qui vous redirige également vers la documentation. J'ai également animé un webinaire, donc nouvelles fonctionnalités, le lundi 30 mars. Donc, ça portait sur les nouvelles fonctionnalités qui avaient été intégrées dans EasyMesure, donc notamment les nouveaux rôles dans EasyMesure, la notion d'établissement de bienvenue, la possibilité de se désinscrire. Et ce webinaire, il revient régulièrement. Donc, selon l'ajout de nouvelles fonctionnalités qui sont ajoutées au module Readmetrics. Donc, n'hésitez pas à venir aux futurs webinaires qui seront proposés. Et puis, un grand merci à tous ceux qui étaient présents. Et je vais maintenant laisser la parole à Fred. Merci beaucoup, Léa. Donc, eh bien, nous avons, pendant cette sprint, fait nos travaux avec Léa. On a surtout travaillé eh bien, sur les tableaux de bord. Vous savez que régulièrement, nous mettons à jour les tableaux de bord génériques et nous les déployons sur l'ensemble des espaces pour les utilisateurs. Eh bien, il y a aussi une autre fonctionnalité que Yannick a développée aussi pour cette gestion des tableaux de bord, c'est la suppression en masse des tableaux de bord qui sont devenus obsolètes. Et donc, il y avait un tableau que vous avez dû donc avoir dans votre espace qui concerne l'évolution pluriannuelle Counter 5 qui avait été établie pour les périodes de 2019 à 2022. Eh bien, avec la transition Counter 5 et 5.1, ce tableau est devenu obsolète. Et en particulier, vous voyez ici le détail du tableau, la transition entre les informations d'Open Access avec l'OA Gold et puis la version 5.1 où on a du Open et du Free to Read. Eh bien, il est difficile de faire des comparaisons d'une année à l'autre entre 2024 et 2025. Et donc, nous avons commencé à travailler sur un nouveau tableau que nous n'avons pas encore déployé, qui sera déployé début 2027 pour pouvoir
faire des comparaisons sur 2 années consécutives en Counter 5.1. Donc, le tableau actuel qui est donc été déployé au départ, eh bien, a été supprimé par Yannick. Et donc, vous voyez que, eh bien, il y a eu 304 tableaux qui ont été supprimés sur l'ensemble des 155 espaces, puisqu'il y avait une autre variante de ce tableau qui était destinée aux négociations. Ensuite, comme Léa l'a annoncé aussi, on a travaillé sur les points d'accès Counter. Les points d'accès Counter, toujours avec cette transition entre Counter 5 et 5.1, eh bien, nous avons dans le registre, vous avez pu le voir, les deux versions qui sont conjointes, hein. On voit la version 5 et la version 5.1. Eh bien, nous avons dans Easy Counter fait exactement la même chose, c'est-à-dire eh bien, les points d'accès ont été vérifiés en Counter 5 pour voir s'ils avaient basculé en 5.1. Et donc, nous avons reparamétré eh bien, ces points d'accès quand ils avaient migré. Et donc, vous avez toutes ces informations maintenant dans les e-counters en lien direct avec le registre. Donc, on peut voir que maintenant, dans EasyCounter, il y a plus de 220 points d'accès. 70% eh bien, des points d'accès ont basculé en Counter 5.1. Et le chiffre exact, Tom nous l'a mis, c'est 153. Donc, voilà. Donc, régulièrement, nous mettons à jour ces points d'accès. Donc, voilà. Bientôt, on espère que tous ces points seront basculés. Et puis donc, on va enchaîner avec, je dirais, le premier point que Dom a évoqué pour cette sprint review, c'est la fin de la campagne SGBU 2026. Et avant donc d'évoquer toutes les actions qui ont été faites, puisque toute l'équipe Readmetrics s'est mobilisée pour cette campagne 2026, eh bien, au départ, il fallait moissonner les données 2025 pour que vous puissiez renseigner le volet de l'enquête des usages numériques du ministère. Eh bien, donc, nous avons moissonné l'année 2025 avec cette transition. Et donc, Tom va commencer par nous donner quelques chiffres du bilan de ce moissonnage. Effectivement, donc juste pour le GBU, on a moissonné environ 200 établissements, ce qui représente à peu près 220 000 rapports téléchargés. C'est énorme, je ne crois pas qu'on ait moissonné autant les autres années. Et sur ces 220 000, on a environ 75% de rapports qui ont été correctement téléchargés, correctement validés, puis correctement insérés dans vos tableaux de bord pour que les stats s'affichent bien et que vous puissiez remplir le SGBU. Juste un petit point un peu annexe, on a déjà commencé à moissonner, mais toutes les futures moissons vont surtout concerner les données 2026. On n'a pas prévu, hors cas spécifique, de remoissonnage de 2025. Donc, comme d'habitude, et comme je le dis à chaque sprint review, il est donc important de vérifier vos identifiants counter jusqu'à qu'il y ait le petit bandeau vert, pardon, votre établissement est éligible au moissonnage. À partir de là, on pourra commencer à mentionner vos données 2026. On commencera avec le premier trimestre, puis dans quelques mois le deuxième trimestre, etc. comme on fait chaque année. Et je repasse la main. Merci, Tom. Donc, eh bien, vous savez que le moissonnage ne se passe pas forcément toujours très bien en fonction des plateformes. Celles qui ont migré en 5.1 ne fournissent pas toujours les éléments ou ne sont pas forcément bien paramétrés. Et du coup, l'équipe a mis en place un système d'information pour les utilisateurs via la documentation Readmetrics, un lien particulier vers un document qui est mis à jour régulièrement par Tom et Thomas. Ce document est important puisqu'il a beaucoup servi pendant la campagne GBU. Thomas vous refera de toute manière un bilan global à la fin de cette petite présentation sur tous les problèmes que nous avons pu rencontrer. Vous avez ce lien qui apparaît hein, donc, dans les slides qui vous permet de voir justement les échanges que Tom et Thomas ont pu avoir avec les différentes plateformes éditeurs, les problèmes qui ont été remontés. Alors là, je ne sais pas si j'ai basculé. Je ne vois plus du tout. Voilà, excusez-moi. Voilà.
Donc tous les problèmes qui ont été remontés auprès des éditeurs et puis la date, justement la date qui est importante du contact et aussi le retour ou pas, hein, puisqu'il n'y a pas eu forcément des retours où ils pouvaient être assez longs, pour justement des mises à jour sur ces plateformes pour que vous puissiez avoir eh bien, les données en temps et en heure pour la campagne SGBU. Ce document va persister puisqu'il va servir aussi pour le moissonnage pour les données 2026. Donc, ce document est important et on vous invite, vous pouvez le retrouver directement par le blog, hein, ou par un lien. Souvent, quand vous nous écrivez, on vous envoie le lien directement. Ensuite, eh bien, il a fallu pour cette enquête 2026 établir non pas un tableau comme c'était le cas pour les années précédentes, mais nous avons décidé d'établir deux tableaux. Pourquoi nous avons décidé de faire deux tableaux? Puisque, eh bien, entre la transition Counter 5 et 5.1, nous sommes rendus compte que certains éditeurs, par exemple pour les SHS, eh bien, ne fournissaient toujours pas, pour ne pas citer Kern, hein, ne fournissaient toujours pas des données en Counter 5.1. Et je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais l'ancien tableau était basé sur des rapports qui étaient filtrés par les éditeurs, hein, des sous-rapports qui étaient dans les consignes SGBU. Eh bien, il a fallu adapter entre la version 5.1 et 5, eh bien, un autre tableau qui lui est basé sur les rapports maîtres. Et donc, on remercie beaucoup les collègues du groupe GTI, du groupe des indicateurs, puisqu'ils ont pu tester en amont ces deux tableaux que nous avons mis à disposition. Il n'était pas possible de faire un tableau unique avec ces différents types de données qui ne sont pas forcément compatibles entre elles. On l'a vu notamment pour le tableau que nous avons supprimé. Eh bien, l'open access n'est pas calculé de la même manière pour certains types de ressources. Et donc, eh bien, ces deux tableaux ont été mis à disposition et ils ont été déployés sur 164 espaces. Alors, pour accompagner les utilisateurs, eh bien, on a aussi organisé une campagne de webinaire. Comme on l'avait fait l'année dernière, on a organisé une série de 9 webinaires et ces webinaires ont eu beaucoup de succès puisque cette année, vous étiez 190 participants. Donc, c'est vraiment très important par rapport aux chiffres de l'année dernière. Et puis, surtout, eh bien, on a pu vous présenter ces deux tableaux de bord en détail et vous expliquer eh bien, les différences qu'il pouvait y avoir entre les deux. Et aussi, ces webinaires ont servi aussi pour s'adapter aux différentes situations. Thomas va vous l'expliquer ensuite pour les consignes SGBU. Eh bien, il a fallu s'adapter en temps réel à différents retours que nous avions des utilisateurs pour adapter ces tableaux de bord et adapter les consignes du ministère. Et donc, justement, je vais donner la parole à Thomas qui va continuer donc cette présentation et qui va vous dresser le bilan global de cette campagne SGBU 2026. Merci Frédéric. Donc avant de commencer le bilan en tant que tel, le dernier aspect là dont Frédéric vient d'aborder le thème principal, c'est le caractère au fil de l'eau de cette campagne SGBU précise, puisqu'on est en pleine bascule d'un format vers un autre des données d'usage. Et ça s'est accompagné de mise à jour des consignes ministérielles au moment où on découvrait les rapports avec vous, enfin, avec l'ensemble de la communauté qui utilise ces rapports, et l'adaptation, alors pas continue, parce qu'on n'a pas fait tant d'adaptations que ça, mais il a fallu faire des adaptations en cours d'enquête, ce qui était un peu inédit et un peu... enfin, ça a parfois revêtu un caractère d'urgence au cours des derniers mois, là. On se rendait compte qu'il y avait un aspect ou un autre des données d'usage qui n'étaient pas bien répercutées dans le tableau qui vous facilite la saisie de la partie de l'enquête qui concerne les ressources électroniques. Donc, on adresse un grand merci à Sophie Antil et François Musitelli, les deux collègues du MSRE qui pilotent l'enquête côté ministère, avec lesquels on a travaillé conjointement et de façon très régulière pour que ça se passe correctement.
On a aidé à la formulation des consignes et à leur mise à jour en cours de route. Et puis, on a adapté les tableaux qu'on a, qu'on a versés pas seulement une fois, mais plusieurs fois dans vos espaces, jusqu'au point où ils ont fini par être stabilisés et où les données qui devaient être moissonnées l'ont été dans leur grande majorité. Même si, en fin d'enquête, il y a encore quelques points d'accès pour lesquels on n'a pas réussi à récupérer les rapports qu'il aurait fallu pour que la vue soit complète. Mais bon, vous aurez compris, c'est un work in progress. L'année prochaine, je pense que le taux de couverture en 5.1 sera meilleur et on pourra petit à petit s'appuyer de façon probablement unique sur les rapports maîtres et se débarrasser des vues standards. Et puis petit à petit revenir au principe d'un tableau unique pour la saisie de l'enquête. Donc voilà les quelques captures là qui vous montrent le travail qui a été fait et sur les consignes et sur leur adaptation dans les tableaux sous forme de filtres ou sous forme d'éléments d'explication contextuelle. Voilà. Donc on vous remercie et pour votre patience et pour votre compréhension dans cette enquête annuelle là qui aura été un peu plus bousculée que d'habitude. Ensuite, il fallait dresser un bilan de fin de campagne 2026 sur les données 2025. J'ai séparé en quelques items synthétiques là, ce moment de bilan là, comme on fait chaque année maintenant. Donc d'abord, le rappel que cette enquête, bah, c'est un travail au long cours. Cette enquête, elle existe depuis très longtemps. Elle a été refondue plusieurs fois. C'est une enquête annuelle, donc chaque année, à la fin décembre, on commence à préparer le terrain pour que, une fois que l'enquête est ouverte, de janvier à mai à peu près, on puisse être sur le pont pour fournir les données, fournir le tableau, adapter le tableau, etc. Donc cette année, Frédéric l'a dit et il a expliqué pourquoi on a dû fournir 2 déclinaisons de ce même tableau. Avec l'objectif, je le redis, hein, de revenir à un tableau unique dès que ce sera possible, c'est-à-dire dès que la grande majorité des éditeurs sera passée en 5.1, qui est le seul format euh, officiel. Le format counter, il n'existe jamais en plusieurs formats euh, en parallèle. Là, on est vraiment dans un moment un peu particulier, mais le seul format aujourd'hui conforme, c'est le format 5.1. Donc des éditeurs qui continuent à fournir des données Counter 5.0 sont formellement non valides à Counter si on s'en tient aux de bonnes pratiques et aux consignes publiées. Il y a une tolérance, évidemment, et on sait ça représente aussi une charge technique et une charge de travail que tous les éditeurs ne peuvent pas éponger en même temps avec la même célérité, mais l'objectif, c'est vraiment que tout le monde passe à 5.1 et on s'efforce d'accompagner les éditeurs. Un travail au long cours, c'est fait. Travail collaboratif, bah pareil, hein, je redis pas ce qu'on a déjà dit, donc un travail en étroite collaboration avec les collègues du ministère et avec le groupe de travail du consortium. À la fois d'un côté pour établir les consignes et les mettre à jour au fil de l'eau là quand on a eu besoin de le faire, et puis faire tester aux collègues dans la foulée avant de déployer les tableaux de bord dans les espaces. Et donc, bah, le corollaire de ça, c'est que vous avez eu à venir plus souvent, plus régulièrement dans ces tableaux cette année que les années précédentes. Et je pense que ce sera le cas peut-être encore un peu l'année prochaine, mais après, ça va se régulariser. Ensuite, si tu passes à la diapo d'après, Fred, on a bah, cette transition-là qui nous bouscule un peu, puisqu'on est obligé de gérer 2 formats en parallèle l'un de l'autre. Alors, c'est des formats qui sont assez semblables l'un à l'autre, Counter 5 et 5.1. Il y a à la fois des continuités, des choses qui sont restées identiques et puis des changements. On l'a vu avec la notion de comparaison pluriannuelle là. Mais le gros changement, en fait, c'est le fait que de façon progressive et de plus en plus, on va pouvoir s'appuyer directement sur les rapports maîtres et se débarrasser de la notion de vue standard, qui sont en fait des pré-filtrages sur les rapports maîtres. À partir du moment où on récupère les rapports maîtres complets, on peut reproduire des filtrages
qui nous permettent de plus avoir ni à moissonner ni à utiliser des vues standards, qu'on appelait auparavant vues dérivées d'ailleurs, c'est pas pour rien. Donc là, nous, l'optique d'arriver à un moment où on sera majoritairement en 5.1, c'est une simplification des choses, parce qu'on aura moins de rapports à gérer et aussi moins de tableaux à tenir à jour. Donc ça, c'est plutôt c'est une perspective qui est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Le problème, évidemment, c'est ces points d'accès qui ne fonctionnent pas tout de suite ou qui ne fonctionnent pas comme ils devraient, malgré des audits réussis. Donc, on a passé pas mal de temps là. Ça aura été, je pense, un des gros postes de dépenses en termes de temps passé là, ces derniers mois. Des allers-retours avec les éditeurs, souvent d'assez bonnes compositions. On a on a obtenu pas mal de corrections rapides. Il y a pas mal de choses qui se sont remises à marcher, mais ça se produit jamais tout seul. C'est vraiment des allers-retours constants avec les éditeurs pour lesquels ça marche pas encore. La page qu'on vous a montrée tout à l'heure montre qu'il y a eu pas mal de progrès faits à cet endroit. Donc ça, c'est pareil, c'est assez positif. Et puis on débusque des choses qui permettent aussi d'améliorer Counter progressivement. Mais bon, comme tout travail collectif, il y a un certain délai entre le moment où on se rend compte qu'il y a un problème et le moment où ce problème est corrigé et ce moment où c'est répercuté dans vos tableaux de bord. C'est-à-dire du début de la chaîne jusqu'à la fin de la chaîne, il peut s'écouler plusieurs mois, même pour des problèmes qui sont triviaux à corriger. Donc il faut s'armer de patience et puis il faut garder le fil de ce qu'on s'est déjà dit, de ce qui reste à faire, de ce qui a été corrigé, ce qui n'est pas encore corrigé. C'est des tests incessants. On va faire des remontées à Counter pour que les choses soient un peu plus propres, mais pareil, c'est un travail continu. Un travail continu. Alors, ce qui nous a pas mal aidé dans ce travail, c'est la mise en place d'un canal de discussion par Counter, par l'organisation Counter. Donc, je rappelle, un Counter, c'est un effort collectif dans lequel sont engagés des éditeurs, des prestataires techniques et puis des consommateurs, c'est-à-dire nous et vous, en tant qu'établissement abonné à des ressources. Euh, Toutes ces tierces parties sont représentées dans les instances Counter. Et donc, Counter, c'est une plateforme de discussion où on a accès aux éditeurs, à leurs prestataires et puis à d'autres bibliothèques pour dire comment est-ce que le standard doit être organisé, quels sont les outils qui sont mis en place, comment les procédures d'audit doivent être conduites, etc. Et donc, un des canaux là, qui a fait récemment son apparition, c'est une liste de diffusion qui rassemble tout ce monde-là et sur lequel on a pu commencer à exposer de façon plus régulière les problèmes auxquels on était confronté avec les différents points d'accès. Et on se rend compte que à partir du moment où on commence à discuter sur ce canal-là, les services techniques des éditeurs sont un peu plus réactifs. Donc on s'est pas mal appuyé là-dessus pour travailler là ces derniers mois et on espère que ce canal-là va continuer d'exister parce qu'il nous a été très utile. Et enfin, la dernière diapo de ce bilan, c'est le- l'effort de mise en conformité qu'on demande aux éditeurs. En fait, il se traduit dans leur présence ou leur absence de nos tableaux de bord. Et ça, c'est un argument qui est assez audible de la part des éditeurs. C'est-à-dire que maintenant, comme on a une chaîne de traitement de ces données d'usage qu'on demande en négociation et que les établissements abonnés demandent euh, à leur contact client auprès des éditeurs, quand on peut montrer ce qu'on fait de ces données et quand on montre à un éditeur ce qui se passe quand il n'est pas conforme, c'est-à-dire qu'il n'apparaît pas dans ces tableaux, l'argument a soudainement plus de poids. Donc ça, c'est pareil, c'est une assez bonne nouvelle. C'est qu'on a vu des éditeurs se montrer plus intéressés et commencer l'effort de mise en conformité suite à ce qu'on a pu leur montrer, notamment ce tableau de l'enquête nationale où on voit tout de suite qui est là et qui n'est pas là, quoi, en termes de ressources. Et il reste encore quelques ressources assez importantes qui ne sont pas présentes dans le tableau, parce que leurs rapports ne sont pas moissonnables pour une raison ou pour une autre, souvent une raison technique, souvent une raison de validité.
Et donc, cette enquête nationale, l'effort qui est demandé au nom de cette enquête nationale, elle nous permet aussi de nourrir le dispositif Rigmetrix et les deux briques EasyCounter et EasyMeasure en particulier dans ce dispositif, à la fois en termes d'éditeurs, mais aussi en termes d'établissements qui profitent du dispositif. Et ça, c'est une des raisons d'être du consortium Couperin, quand on propose un service, c'est qu'il soit largement utilisé. Et là, on s'appuie sur l'enquête nationale pour faire venir des établissements qui ne profitaient pas encore du dispositif. Donc, chaque année, on voit des nouveaux établissements arriver, s'emparer du service, s'inscrire dedans, fournir leurs identifiants et puis profiter très peu de temps après ça de tableaux de bord clé en main, donc ces deux tableaux de bord de l'enquête nationale. Donc voilà, on utilise beaucoup, on s'appuie beaucoup sur l'enquête pour faire venir des établissements. Euh, de façon un peu paradoxale, le nombre d'établissements qui s'affichent sur la page des partenaires est bien moindre que ce qu'on vous a montré l'année dernière, parce qu'on a fait un peu de ménage. On a fait disparaître de la page des partenaires un certain nombre d'établissements pour lesquels on n'a pas encore de contact identifié dans l'établissement et pour lesquels on n'a pas encore d'identifiant. Donc l'année dernière, on a mis tout le monde dans le dispositif pour avoir une idée un peu du périmètre total. Et puis là, on a aminci un peu la page des partenaires en ne gardant dans cette page que les établissements pour lesquels on a des contacts et des identifiants déjà déclarés. Donc il y a un peu moins de partenaires cette année que l'année dernière, mais voilà la raison. Ce qui est sûr, c'est qu'on a plus d'établissements actifs cette année que l'année dernière. Donc pareil, pour nous, c'est le signe que c'est un service utilisé, que c'est un service qui est utile, hein. Vous nous l'avez dit plusieurs fois et on vous en remercie. Donc on continue l'aventure. C'est comme dans les réseaux sociaux, là, c'est des vrais utilisateurs. Des vrais utilisateurs, promis. Des utilisateurs actifs et engagés. On avait cette espèce de question là qui revient depuis 2-3 ans sur la baisse des usages. On a plusieurs collègues qui nous remontent l'observation une baisse collective des usages en ressources numériques. De notre côté, cette baisse, on la constate pas spécifiquement parce qu'on regarde, c'est pas des endroits qu'on regarde spécifiquement. Quand on fait tourner le service EasyMeasure, on se place en opérateur technique de la récupération des données d'usage, de leur exposition dans des tableaux de bord, etc. Et on ne fait pas encore trop de bilans globaux sur les baisses. C'est plutôt les équipes de négociation qui vont faire ça, ou vous en établissement qui allez faire ça pour votre établissement. Mais on a plusieurs pistes d'explication pour appuyer ou pour contextualiser ce phénomène de baisse que vous pouvez observer. D'abord, le fait que en s'appuyant sur les rapports maîtres et en s'appuyant spécifiquement dans ces rapports maîtres sur les métriques de type unique, donc dans le standard counter, vous avez des métriques qui sont souvent déclinées en deux variétés, la variété totale et la variété unique. Les métriques de type unique sont dédoublonnées de façon un peu plus sévère que les métriques de type total. Donc à chaque fois qu'on s'appuie sur des métriques de type unique, quand jusque-là on s'était plutôt appuyé sur des métriques de type total, ça a créé une baisse qui est un peu artificielle parce qu'on ne regarde pas tout à fait les mêmes métriques. Donc ça, c'est le premier truc. Et on le mentionne parce qu'en fait, de façon plus régulière maintenant, on va proposer des tableaux qui seront par défaut centrés sur ces métriques de type unique. C'est une sorte de doctrine qu'on se fixe parce elle nous semble euh, plus proche des usages réels et de ce qu'on cherche à compter, notamment en négociation quand on fait un coût à l'accès ou quand on fait un coût au téléchargement ou un coût à la ressource. C'est plutôt sur la métrique de type unique qu'on va s'appuyer. Donc ça, c'est un premier élément. Et le, le corollaire de ça, c'est le fait que quand on regarde des données d'usage, ben, en fonction de ce qu'on a besoin de faire de ces données d'usage, on regarde les choses d'une façon ou d'une autre. Et donc là, on distingue deux types de, de perspectives, disons. Il y a l'usage intra-établissement, c'est-à-dire le fait d'avoir besoin de montrer des bons chiffres, des chiffres de consultation qui sont stables ou en hausse, ou quand ils sont en baisse, pas en trop légère, enfin, pas en trop grosse baisse, disons.
Euh, et puis l'usage côté négociation, où là, on a besoin, au contraire, d'isoler ce qu'on paye vraiment, et donc on, on supprime, on soustrait des usages qu'on garderait dans une perspective établissement. Notamment, on pourrait dire tout ce qui est accessible déjà en accès ouvert, on ne va pas le compter dans le coût à l'accès. Tout ce qui est euh, toutes les ressources consultées qui viennent d'années de publication qu'on a déjà payées, qui sont déjà versées dans l'ISTEX, on les compte pas dans la consultation totale. Donc, en fonction de la perspective qu'on adopte, on peut s'appuyer sur l'une ou l'autre métrique présente dans les rapports compteurs. Donc ça fait l'objet c'est ce dont on discute pendant les webinaires, et puis c'est aussi ce qu'on discute au sein du GTI. Et voilà, il y a ces éléments-là qu'il faut avoir en tête quand on regarde les données qui sont dans les tableaux. En fonction de ce qu'on regarde et en fonction de ce qui est affiché par défaut, on peut avoir l'impression d'une baisse, mais en fait, avec tout ça, ça se contextualise, et puis les données d'usage ne se suffisent pas à elles-mêmes. Il faut mettre en regard des données d'effectifs, des données de coûts, des abonnements, des désabonnements, des réabonnements, des choses comme ça. Ouais. Donc ça, voilà. Cette fois, c'est une conclusion en guise de perspective sur ce qu'on pourra discuter les prochains temps à partir de ces données, et que nous, côté Readmetrics, enfin EasyTeam, on n'a pas trop exploité parce que c'est pas, on n'est pas vraiment dans la position de le faire, même si on a les outils pour le faire. C'est aussi un appel à contribution et à travail collectif au sein du GTI ou ailleurs pour, euh, pour parler de ces questions. Pour vous informer du fait qu'on a formé un nouveau groupe de travail au sein du consortium. Donc, c'est ce groupe de travail qui s'appelle le GT Authentification. C'est un groupe de travail qui va exister pendant quelques mois et ensuite qui se rééteindra. Euh, on s'est réunis une première fois en avril et de nouveau hier, et on a une feuille de route en 4 points. Donc, le premier qui sera le point principal, c'est le fait de reconduire un questionnaire qu'on avait conduit en 2018, ça commence à dater un peu, sur l'état des lieux de comment est-ce qu'on donne accès à des ressources numériques en établissement, soit en accès à distance, soit en accès sur place. Donc faire un état des lieux de l'outillage, des points forts et points faibles de chaque outillage, des décisions qui sont prises pour adopter l'une ou l'autre de ces modalités d'accès, et puis les questions qu'on se pose autour de ces outillages, et ce que ça permet, ce que ça empêche. L'idée, c'est aussi de fournir des fiches synthétiques qui expliquent les, out- les techniques d'accès, parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de collègues qui ne sont pas très à l'aise avec ces questions-là, ce qui est normal, puisque c'est des questions assez techniques et parfois assez pointues, qui peuvent avoir des implications assez importantes, notamment dans la collecte des usages. Faire un répertoire des pratiques actuelles des éditeurs sur ce front-là. Il y a quelques éditeurs qui ont décidé unilatéralement, il y a l'année passée, là, de se débarrasser de la proxification, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on puisse cartographier, et puis donner des outils aux négociateurs quand ils se trouvent face à des injonctions de ce genre-là. Et puis, pourquoi pas lancer des nouvelles négociations au sein du pôle logiciel pour des solutions d'équipement, de, soit de proxification, soit d'autres dispositifs. Voilà, donc on vous donnera des nouvelles de ce groupe de temps en temps, et la prochaine grosse nouvelle que vous recevrez sera sous la forme de ce questionnaire qu'on va publier dans le courant du mois prochain. Cette fois, c'est bon ou pas? Oui, cette fois, c'est bon. Du coup, comment vous voulez faire pour Léo? Est-ce qu'on attend qu'il soit là On peut enchaîner parce qu'on est déjà un peu juste en temps. Donc enfin, tu veux prendre le truc ou sinon Je peux essayer de prendre le truc sinon éventuellement. je peux le faire. Et je te passe la main après. Ok. Euh, donc là, en fait, on aborde les nouvelles fonctionnalités. Donc, ce que Léo devait vous présenter, donc je vais faire sûrement un peu moins bien que lui, c'est que on a fait des mises à jour disparses. Donc là, en particulier la 3.11.2. En fait, cette 3.11.2, elle était justifiée par le fait que, comme l'évoquait tout à l'heure Thomas, vous nous signalez de temps en temps des baisses de consultation, et donc on cherche à avoir des raisons à ces baisses de consultation au niveau de certains établissements. Et un des points qui arrive parfois, c'est que en fait, EasyParse n'est pas à jour.
Et pour vous faciliter la visibilité des versions de votre EasyParse qui est installée ou la version de vos plateformes en particulier, eh bien, comme l'a aussi évoqué Fred, eh bien, on s'est dit que ça serait bien que ces versions apparaissent dans vos tableaux de bord. Les données, c'était prévu les données sont disponibles dans les événements de consultation, donc c'était possible de les faire s'afficher dans les tableaux de bord avec cette fonctionnalité mise en place par Yannick de mettre à jour tous les tableaux de bord génériques de façon assez automatique. Voilà. Et donc, du coup, bah, c'est ce qu'on va proposer dans des prochaines versions de tableau de bord. Donc, EasyParse a été mis à jour dans cette version 3.11.2 pour pouvoir le faire. On a eu un petit souci sur l'établissement Franche-Comté parce qu'il y avait un format de date qui était pas compatible avec Kibana. Bon, après, il y a eu un petit effet de bord pour certaines installations à cause des versions de Git. Bon, on va faire une version 3.11.4 qui va corriger cet effet de bord. Et puis aussi la 3.11.3 qui est une mise à jour de sécurité, on l'a évoqué, il y a eu une vulnérabilité liée à une dépendance notamment d'Axios, je crois, hein, vous me corrigez si je dis des bêtises. Donc ça a été corrigé et ben on en a profité, enfin Léo et Léa en ont profité aussi pour améliorer la documentation d'EasyParse, en particulier sur la partie mise à jour, hein, parce que bien sûr si on vous dit que votre EasyParse n'est pas à jour, bah, c'est mieux que vous le fassiez, mais pour que vous le fassiez de manière fluide, eh ben, encore faut-il que vous ayez une documentation à jour et qui soit explicite. Et donc, du coup, ça concerne les mises à jour du cœur d'EasyParse, des middleware, les plateformes, les ressources, les exclusions, ou alors tout en même temps. Il y a des catégories maintenant dans la doc. Voilà. Et puis aussi de bien rappeler qu'il faut redémarrer l'application EasyParse à chaque fois qu'on fait une mise à jour. Voilà. Et là, cette fois-ci, je te passe la main, Yannick, pour la suite, je crois. Ah non, là encore, c'est Léo qui devait parler. Là, c'est pour signaler en fait aussi que en termes de besoin de visibilité, on a travaillé avec l'équipe, ici l'équipe ALCNRS, de manière à déclarer des fiches logicielles, enfin une fiche logicielle pour Readmetrics et en conséquence des fiches logicielles pour les modules de Readmetrics dans HAL CNRS. Donc on voulait renforcer le référencement et puis avoir des outils pour la communication autour de Readmetrics. Donc ça nous a permis d'interagir avec nos collègues de HAL CNRS, qu'on remercie parce qu'ils nous ont accompagnés pour faire ces déclarations. On a fait une fiche EasyMesure dans HAL CNRS, on l'a associée à la référence Software Heritage qui est l'archive institutionnelle dans laquelle est déposé le code logiciel pour tout ce qui est CNRS. Et on envisage d'utiliser le mécanisme des collections de HAL CNRS pour référencer d'une part Readmetrics, hein, qui est la suite, donc qui va être une collection, ce n'est pas un logiciel, hein, c'est une suite. Et puis, dans cette collection, il va y avoir la collection qui concerne EasyParse avec potentiellement tous les dépôts EasyParse qui sont dans Software Heritage. De la même façon pour EasyMesure avec EasyCounter, EasyReport, nos modules phares, potentiellement aussi Bibliomap, Analogist, etc. Voilà. Et là, c'est toi. Et là, c'est à moi. Euh, alors, donc déjà, comme Léa disait un peu plus tôt, au début de la revue, on a pas mal travaillé sur ce sprint sur l'internationalisation, en particulier depuis Liber et la présentation qu'on a faite, où on a eu des contacts un peu à l'international et surtout donc les Suisses, le consortium suisse avec lequel on a des relations un peu privilégiées depuis quelques temps. Et donc, la perspective d'avoir potentiellement à terme un EasyMesure déployé notamment en Suisse fait que la base d'utilisateurs anglophones
risque de sensiblement augmenter. Donc, la première conséquence de ça, bah, c'est déjà l'énorme travail que Léa est en train de faire sur la doc pour produire une documentation en anglais. Et la deuxième conséquence à ça, c'est que on a commencé à travailler à internationaliser la dernière partie d'EasyMesure qui ne l'était pas encore, à savoir les mails qui sont envoyés par notre API. Donc, jusqu'ici et encore actuellement sur EasyMesure, vous avez le moyen de choisir votre langue, ce qui vous permet déjà d'accéder à l'interface en français et en anglais, ce qui représente déjà 90% de ce que vous voyez dans EasyMesure. En revanche, dès que vous recevez une notification par mail d'EasyMesure, comme par exemple un utilisateur qui se connecte et qui appartient à votre établissement, ou alors un nouveau moissonnage, les mails que vous recevez sont systématiquement en français, ce qui naturellement pose souci. Donc, on a travaillé là-dessus. Alors, c'est plus complexe que ça en a l'air, mais dans les faits, pour vous, c'est relativement simple. Lorsque vous sélectionnez votre langue, maintenant, la langue sera sauvegardée dans votre profil. Et bah, du coup, lorsque vous recevez une notification, on va utiliser cette langue pour vous envoyer le mail soit en français ou soit en anglais, en fonction de ce que vous avez choisi. En sachant que la différence aussi, c'est que maintenant, les mails ne seront pas plus envoyés de manière groupée, ils sont envoyés de manière individuelle. C'est-à-dire que jusqu'ici, quand on avait un mail à envoyer à un établissement ou au contact d'un établissement, on l'envoyait un mail pour tout le monde. Voilà. Maintenant, ça va être individualisé, ce qui fait que si jamais dans un établissement, il y a des Français, des Anglais, chacun aura le mail dans sa langue et tout sera bien. Voilà, on a une petite pensée au passage pour nos amis suisses du nord de la Suisse ou du sud de la Suisse qui seront peut-être plus germanophones ou italianophones. Donc maintenant, on a les outils. On n'a pas encore les langues, mais on a les outils pour traduire si jamais on se rend compte que c'est un besoin. Bonjour Léo. Je continue. Donc voilà, c'est fait et ce sera déployé, sous peu. Et je vais du coup passer la main à Tom, si je ne dis pas de bêtises. Exact. Et je vais vous parler d'un des points que Dominique a évoqué tout à l'heure, qui est les Global Item Reports. Alors, pour rappel, le Global Item Report, c'est un rapport un petit peu spécial de la norme Counter 5.1, qui est un item report que vous avez l'habitude d'utiliser, mais cette fois-ci à l'échelle du monde et non d'un établissement. C'est assez utile pour obtenir des informations sur l'usage global des contenus en open access d'une plateforme ou d'un éditeur. Et on avait commencé à expérimenter un petit peu, avec notamment en travaillant avec Scholarly IQ pour récupérer ces Global Item Reports et en travaillant sur une nouvelle chaîne de traitement, parce que le principal challenge technique de ces Global Item Reports est qu'ils sont extrêmement lourds. Typiquement, on peut le voir sur les slides qu'on avait présentés le 15 décembre, qu'un rapport de 6 mois, sur les 6 premiers mois de 2025, je vais y arriver, je suis désolé, chez EDP, c'est environ 5 gigas. Pour de l'ordre de grandeur, on dépasse rarement les 100 ou même 1 méga pour un rapport classique d'un établissement qui consomme un petit peu, oui, où le rapport est un peu conséquent. Et quand on l'insère dans Elastic, donc pour que ce soit présent dans les tableaux de bord, ça représente environ 15 gigas, ce qui est un volume de données très 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 conséquent. Et notre chaîne de traitement actuelle pour le moissonnage n'est absolument pas prévue pour gérer de telles quantités de données. Donc, on avait commencé à expérimenter une nouvelle chaîne de traitement. Et sur cette sprint, on est passé à la vitesse supérieure. On peut voir la slide suivante, avec cette fois-ci quelque chose de plus scalable, entre guillemets. Donc, on va pouvoir déployer plusieurs fois pour améliorer et augmenter la vitesse de traitement, mais aussi en séparant bien chacune des étapes pour mieux gérer les cas d'erreur, mieux suivre ce qui se passe et rajouter d'éventuelles étapes. Par exemple, quelque chose qu'on ne fait pas actuellement, c'est cette brique d'enrichissement. Avec l'enrichisseur, on vous en avait parlé à la précédente sprint review. On avait commencé à se plancher sur l'enrichissement des données dans
Easy Mesure. On va pouvoir en voir un tout petit peu plus slide d'après. Et ben, on profite justement qu'on recommence toute la chaîne de traitement de zéro pour expérimenter cet enrichissement de données, pour l'instant uniquement sur des données counter et avec seulement deux sources d'enrichissement, mais tout est prévu pour que on puisse avoir d'autres sources d'enrichissement, par exemple Crossref par exemple, et aussi pour que ce soit d'autres types de données, par exemple des données EasyParse. Actuellement, ces sources d'enrichissement, c'est OpenAlex via le proxy OpenAlex développé par Léo et unpaywall via le portail Easy Unpaywall développé aussi par Léo. C'est bien beau tout ça, c'est une grosse machinerie, ça a demandé beaucoup de réflexion et beaucoup de travail, mais qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne un magnifique tableau de bord où on a une carte, on a pas mal de stats qui proviennent des rapports en eux-mêmes, mais aussi des stats qui viennent du coup d'Easy Paywall. Sur cette capture d'écran, pour information, ça a été fait pendant un test. Seul le DP avait été moissonné uniquement pour janvier 2025 et avec seulement l'enrichissement de Elysian Paywall, d'où le fait que, par exemple, on peut voir que la part d'enrichissement OpenAlex est à 0%, puisque l'enrichissement OpenAlex était désactivé. Pour reparler un petit peu de challenge technique, etc., dont je vous ai dit que c'était assez lourd, bah, typiquement, le rapport EDP sur janvier 2025, c'était 700 mégas, qu'il a pris 5 minutes à être téléchargé. Donc ça dépend de la connexion Internet qu'on a, nous, avec l'éditeur. C'est difficile de diminuer ce temps. L'extraction de toutes les données de ce rapport, ça a mis environ 15 minutes, vu qu'il y a 500 000 éléments de rapport. C'est assez long, mais difficile encore une fois de faire plus rapidement. L'enrichissement des données, lui, a pris 7 heures, ce qui est énorme, mais il est possible de diminuer ce temps en rajoutant des instances de l'enrichisseur. Je vous avais dit qu'on avait tout cloisonné, ça permet de faire ça. Et l'insertion dans Elastic, elle, prend environ 12 heures. Pareil, c'est possible de diminuer en rajoutant des instances. Et c'est aussi beaucoup lié à l'environnement de test, à voir lorsqu'on sera totalement sur l'infrastructure Inist, donc le projet sera plus abouti. Ce qui fait que pour résumer, le Global Item Report, quand on en moissonne un pour un mois, c'est environ 12 heures de traitement, même si les étapes se font en parallèle, puisque quand un élément est inséré dans Elastic, on en profite pour enrichir les suivants, histoire d'accélérer un peu le processus, et il va y avoir encore beaucoup de travail pour améliorer tout ça. Je fais le tour, donc je repasse la main à Fred qui va vous parler des prochains rendez-vous. Merci Tom. Eh bien, je vais me dépêcher puisqu'on arrive, on est un petit peu en retard. Donc la prochaine sprint review, ce sera mardi 30 juin de 11 heures à 12 heures, toujours en distanciel, ça sera la revue numéro 17. Vous pouvez toujours regarder en replay cette sprint review qui sera mise en ligne prochainement et les autres directement sur la page du blog Rendez-vous Agenda Sprint Review. Et puis, pour les supports mutualisés, nos formations, eh bien, deux formations sont annoncées pour le mois de mai. Lundi prochain, un support mutualisé spécial module avancé Easy Report. Et puis, vendredi 29 mai, eh bien, ce sera la création du filtre bouquet pour les tableaux de bord génériques. Et je présenterai ces formations avec Léa. Et puis, pour les webinaires, on va rejouer les webinaires qui ont été présentés, notamment celui de BIPSNRS, UMR, l'espace applicatif que nous avons mis à disposition pour plus d'une centaine d'établissements. Eh bien, ce webinaire va être rejoué le 6 juillet 2026 à 14 heures. Et on prévoit aussi un prochain webinaire pour Click and Read à la rentrée de septembre. En ce qui concerne le groupe des indicateurs GTI, Thomas en parlait tout à l'heure, eh bien, la prochaine réunion aura lieu le 22 mai de 10h à 12h en distanciel. Et ce sera l'occasion pour notre collègue Gaëlle Thirion de l'Université de Bordeaux de devenir la nouvelle coordinatrice du groupe GTI en remplacement de Jacqueline Gillet. Et voilà, nous arrivons à la fin de la présentation.